Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la morale, sur ce qui est bien ou mal, était complètement erroné? Cette idée troublante a été mise en lumière par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Avec sa prose audacieuse et son personnage inoubliable, Nietzsche a osé remettre en question le cœur même des croyances traditionnelles. Il ne s'est pas contenté de critiquer des idéaux moraux comme la compassion et la modestie. Il a soutenu que ces valeurs n'étaient pas des vérités éternelles, mais des illusions potentiellement néfastes, pouvant étouffer le potentiel humain. Une vision aussi radicale a fait de Nietzsche un symbole de rébellion chez les jeunes désireux de se libérer des dogmes hérités. Pourtant, la profondeur et l'audace réelle de son argument sont souvent négligées. L'attaque de Nietzsche contre la morale chrétienne n'était pas une simple protestation superficielle, c'était une réévaluation complète de ce que signifie être éthique. Il croyait que se conformer aux normes conventionnelles de la bonté pouvait mener à une existence creuse, pleine de frustration et d'auto-illusion. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'affirmation audacieuse de Nietzsche, selon laquelle la morale est un outil conçu pour réprimer la force. Et nous verrons pourquoi il pensait que les individus soi-disant moraux agissent souvent par amertume plutôt que par vertu. Pour mieux comprendre cette dynamique, nous pouvons nous tourner vers la pièce Amadeus de Peter Shaffer. Dans celle-ci, le personnage de Salieri, un compositeur appliqué mais sans éclat, est submergé par la jalousie face au génie naturel de Mozart. Poussé par l'amertume, Salieri tente de détruire la carrière de Mozart, espérant l'abaisser à son propre niveau. Dans un retournement cruel, ce complot les détruit tous deux. Salieri est consumé par la haine, tandis que Mozart souffre profondément des sabotages de son rival. Ce récit capture l'essence du ressentiment, un concept central dans la pensée de Nietzsche. Il voyait la morale conventionnelle non comme un chemin vers la vertu, mais comme un système qui piège l'âme humaine dans la médiocrité et le ressentiment. Selon Nietzsche, la morale que la plupart des gens suivent aujourd'hui a été créée par ceux qui étaient animés par l'envie des personnes pas si différentes de Salieri. Pour lui, les racines de nos systèmes éthiques sont loin d'être divines. Elles révèlent comment des idées comme la bonté ont été façonnées par l'histoire et les luttes de pouvoir. Dans les sociétés anciennes, les individus les plus forts et les plus capables accédaient au pouvoir. Ils définissaient le bien à travers les qualités qu'ils incarnaient eux-mêmes: courage, maîtrise, intelligence et domination. Nietzsche soulignait que cette morale originelle n'était pas simplement une recherche d'indulgence égoïste. La force s'accompagnait du devoir de protéger et d'être fiable, tant sur le plan personnel qu'au sein de la tribu. Ce code moral ancien ne célébrait pas le sacrifice de soi ou la docilité, mais l'excellence et l'autonomie, des vertus qui ont permis de bâtir des communautés durables. Cette morale noble, que Nietzsche appelait aussi morale du maître, était affirmatrice de vie et créatrice. Elle ne se focalisait pas sur le mal était simplement perçu comme un manque d'excellence. Cette vision du monde dynamisait les individus, les encourageant à viser la grandeur et à surmonter les obstacles. Elle a jeté les bases des civilisations florissantes. Mais à mesure que le pouvoir s'est centralisé, les sociétés se sont divisées entre dirigeants et subordonnés, ce que Nietzsche appelait les maîtres et les esclaves. Ce conflit a donné naissance à ce que Nietzsche appelait la morale d'esclave, un système de valeurs créé en opposition à la morale dominante du maître. Les opprimés, animés par le ressentiment, ont inversé les définitions en vigueur du bien et du mal. Là où les nobles valorisaient la force, les esclaves ont glorifié la faiblesse. Là où les puissants célébraient l'ambition et la puissance, les dominés ont trouvé la vertu dans l'obéissance et l'humilité. En conséquence, les qualités mêmes condamnées par la classe dirigeante furent requalifiées en vertu morale par les opprimés. Ce renversement allait façonner de manière significative le développement de la morale humaine. Nietzsche pensait qu'il était naturel que les opprimés rejettent le concept même de domination. Après des générations d'humiliation, il était logique que l'autorité et la force soient perçues avec hostilité. Cependant, il établit une distinction claire entre deux types de morale, celle des dominants, la morale des maîtres, et celle des soumis, la morale des esclaves. Les puissants
tirent de leur sens du bien de leur propre vitalité et affirmation de soi. Le mal est simplement ce qui résiste ou s'oppose à leur épanouissement. En revanche, les impuissants construisent leur morale non pas à partir d'eux-mêmes, mais en diabolisant tout ce qui est associé à la force et à l'influence. Pour Nietzsche, ce système sert à masquer leur propre incapacité à exercer un contrôle ou à façonner le monde. À ses yeux, le christianisme incarne la morale des esclaves. Les enseignements chrétiens comme aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, et l'idée que les humbles hériteront de la terre, promeuvent tous la passivité et rejettent la force, l'ambition et l'autorité. C'est le meilleur exemple d'un cadre moral raffiné qui élève la faiblesse tout en rejetant la quête de pouvoir. Finalement, cette vision du monde en vint à dominer la pensée européenne, puis à s'étendre au-delà. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouve la volonté de puissance, une pulsion fondamentale qu'il croyait partagée par tous les êtres humains. L'élan d'affirmation, de domination et de transformation du monde selon leur volonté. Les forts agissent, selon cette impulsion, cherchant la maîtrise. Les faibles, incapables d'agir directement, tentent de saboter le système de valeurs existant. Leur vengeance est subtile mais efficace. Ils remodèlent les normes morales pour refléter leurs conditions. Nietzsche considérait cette évolution de la morale comme une forme de représailles, une révolte indirecte des faibles contre les forts. Avec le temps, le code moral en vint à refléter les valeurs des impuissants, transformant la force en vice et glorifiant la soumission comme vertu. Ce changement, bien que complexe et paradoxal, fut d'une influence immense. Face à cette perspective, on pourrait se demander, cela signifie-t-il que nous devons rejeter la compassion et la générosité ? Nietzsche ne rejetterait pas ces valeurs d'emblée, mais mettrait en garde contre leur élévation au rang de cœur universel de toute morale. C'est cette idée que nous allons explorer plus en profondeur. Si vous êtes intéressé par davantage de réflexions philosophiques et par un apprentissage tout au long de la vie, pensez à vous inscrire à ma liste de diffusion. Le lien est dans la description. Dans les carnets du sous-sol de Dostoïevski, nous rencontrons un homme piégé dans un état de paralysie et de passivité. Il imagine des plans grandioses, allant d'actes nobles à des actes de vengeance, mais aucun ne se concrétise jamais. Ses intentions, qu'elles soient admirables ou malveillantes, restent à l'état de pensée. Il lui manque la volonté d'agir, la force de les réaliser et l'efficacité nécessaire pour avoir un réel impact. Qu'il soit vertueux ou vicieux, son impuissance le rend insignifiant. C'est ce genre de destin que Nietzsche redoute pour l'humanité lorsque nous cédons aux valeurs de la morale des esclaves. Selon lui, ce mode de vie est alimenté par deux forces principales, le ressentiment et la peur de la force. Nietzsche soutient que réaliser quelque chose de significatif exige une force et un talent exceptionnels. La faiblesse, affirme-t-il, n'a jamais engendré de changement majeur. Tant le bienfaiteur généreux qui utilise sa richesse pour des causes nobles que le chef militaire qui impose sa domination sur des nations proviennent de la même source, le pouvoir. Dans l'analyse de Nietzsche, l'émergence d'individus exceptionnels entraîne inévitablement l'apparition d'autres personnes qui peuvent aussi présenter des caractéristiques sombres ou effrayantes. Parfois, ces aspects coexistent dans une même personne. Napoléon, par exemple, incarne à la fois le génie et l'autoritarisme. Pour Nietzsche, la peur du pouvoir freine ceux qui ont le potentiel de s'élever au-dessus de la moyenne et de défier la conformité. Si Napoléon avait accepté l'idée que l'humilité est supérieure à la force, il est probable qu'il n'aurait jamais remodelé le continent européen. De ce point de vue, craindre le pouvoir revient à aller à l'encontre de l'essence de notre nature, de l'évolution de nos civilisations et même de la trajectoire de notre espèce. Au début de la généalogie de la morale, Nietzsche déclare son intention d'examiner si les systèmes moraux favorisent ou entravent le progrès des individus et des sociétés. Il conclut que l'aversion au pouvoir cause des dommages durables aux deux. Sur le plan personnel, seuls ceux qui n'ont ni ambition ni élan peuvent se sentir satisfaits. À l'échelle de la société, c'est la médiocrité qui prévaut, rendant impossible l'émergence d'individus capables de la faire progresser.
Nietzsche imagine que si Napoléon avait été un peu plus habile, il aurait pu prendre le contrôle de toute l'Europe, et nous parlerions peut-être aujourd'hui français à la place de nos langues maternelles. Il nous pousse à remettre en question le rôle que la morale chrétienne a joué dans les succès ou les échecs de figures comme Napoléon. Nietzsche voit le pouvoir comme une force qui affirme la vie, et lorsqu'il est craint ou réprimé, il condamne les individus comme les sociétés à la stagnation. Ce raisonnement nous amène à considérer que si les valeurs morales chrétiennes n'avaient pas dominé l'Europe aussi longtemps, un leader du calibre de Napoléon aurait peut-être eu un chemin plus facile pour émerger en France. À première vue, l'affirmation de Nietzsche peut sembler exagérée, surtout puisque de nombreuses sociétés chrétiennes ont connu le pouvoir et la prospérité. Mais selon lui, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elles n'embrassent pleinement la morale des faibles, déclenchant ainsi leur déclin. L'argument de Nietzsche se renforce lorsqu'il avertit que la morale d'esclave ne fait pas que diminuer la force, elle nous entraîne dans l'amertume et le désespoir. Lorsque les valeurs naissent de l'envie envers les puissants, nous nous éloignons de ce que nous désirons réellement et tombons dans une boucle destructrice de frustration et d'autosabotage. Un exemple classique de cet état d'esprit apparaît dans la fable d'Ésope du renard et des raisins. Après avoir échoué à atteindre une grappe de raisins, le renard s'en va en se disant qu'ils étaient probablement aigres de toute façon, une métaphore évidente de l'auto-illusion née de la frustration et de l'impuissance. Cet état d'esprit, bien qu'il puisse offrir un réconfort temporaire, reflète une forme d'abandon qui, au final, l'empêche d'obtenir ce qu'elle désire véritablement. Si un autre renard atteignait les raisins, elle réagirait probablement avec mépris et jalousie, critiquant ce qu'elle désire secrètement elle-même. Nietzsche interprète cette tension entre le désir et le mépris comme symbolique de la manière dont la morale des esclaves nous enseigne à réprimer nos véritables désirs et à vivre dans le déni. Imaginons maintenant que les raisins représentent des aspirations plus profondes, le pouvoir, la réalisation de soi ou l'influence. Selon Nietzsche, ce sont là des ambitions que presque tous partagent à un certain degré. Cependant, la morale des esclaves diabolise ces pulsions, les qualifiant d'immorales ou de corrompus. Pourtant, qualifier simplement ces désirs de mauvais ne suffit pas à les faire disparaître. Nietzsche soutient que de telles pulsions ne peuvent être effacées car elles sont profondément enracinées en nous, un prolongement naturel de ce qu'il décrit comme la volonté de puissance. Plutôt que d'éradiquer ces élans, la morale des esclaves inculque à l'individu un sentiment de culpabilité pour les avoir, nourrissant ainsi un conflit intérieur qui le ronge. Ce conflit ne fait pas seulement obstacle à la quête de puissance, il engendre aussi une société remplie de mécontentement. Des individus rongés par la honte qui refoulent leur élan vers la grandeur. Pour Nietzsche, cet acte de suppression mène au désespoir, éteignant les ambitions les plus nobles de l'humanité et laissant notre potentiel inassouvi. Alors que nous menons ces vies contraintes, nous voyons d'autres personnes qui embrassent leur volonté de puissance, ceux qui poursuivent hardiment de grandes réussites, ou du moins essaient, et nous ressentons un mélange amer de ressentiment et d'amertume. Nous finissons par percevoir ces individus ambitieux comme moralement corrompus, et nous nous convainquons que leurs accomplissements n'ont aucune véritable valeur. Il nous arrive même de décourager ceux qui poursuivent leurs aspirations, affirmant qu'ils courent après des illusions ou qu'ils gaspillent leur vie. Peut-être y a-t-il une part de vérité là-dedans. Mais malgré tout, nous nous accrochons à ces rationalisations, car l'alternative est trop douloureuse. Accepter que nous avons un jour eu l'occasion de poursuivre quelque chose de plus grand, mais que nous l'avons laissé nous échapper. Désormais, nous sommes piégés dans un cycle de monotonie, face à un avenir vidé de sens et de satisfaction. Nietzsche remet en question la prétendue promesse de notre cadre moral dominant, à savoir que la bonté nous apportera des récompenses. Il soutient que les traits valorisés par cette morale, tels que l'obéissance, la douceur et l'abnégation, n'apportent aucun bénéfice réel. Au contraire, ce système moral nous étouffe, nous forçant à réprimer notre élan naturel vers la puissance et la maîtrise. Il considère ce mode de vie comme fondamentalement malhonnête. C'est l'essence de sa critique
de la figure de l'homme moral. La plupart d'entre nous connaissent quelqu'un qui devient insupportable par son moralisme rigide, prêchant sans cesse, jugeant le comportement des autres et agissant comme un arbitre autoproclamé du bien et du mal. Souvent, ces personnes n'apportent rien d'original, se concentrant plutôt sur la condamnation des supposés défauts des autres, en particulier ceux qui vivent avec plus de joie et de liberté. Nietzsche explore ce portrait de l'homme moral dans des œuvres telles que Par-delà le bien et le mal et La généalogie de la morale. Au premier abord, ce genre de comportement peut paraître innocent, de simples personnes défendant les principes moraux auxquels elles croient. Mais Nietzsche ne s'y trompe pas. Il affirme que ces individus cachent dans leurs véritables intentions. Ce qui ressemble à de l'indignation morale, selon lui, n'est qu'un masque. En réalité, c'est une tentative d'imposer leur propre système moral aux autres, une affirmation voilée de la volonté de puissance, déguisée en vertu morale. Pour Nietzsche, l'imposition des normes morales relève fondamentalement du pouvoir, et non de la vérité ou de la justice. Il ne blâme pas forcément ceux qui cherchent à influencer le monde. En revanche, il souligne que leur véritable objectif est d'affirmer leur domination sur l'ordre moral. Ce qui paraît être une préoccupation morale n'est en réalité qu'un effort calculé pour exercer un contrôle, le pouvoir déguisé en vertu. Ce type de malhonnêteté limite l'expression authentique de la volonté de puissance, ce qui signifie que nous ne pouvons agir selon notre volonté que si nous fabriquons une justification pour le faire. Lorsqu'on est enfermé dans le cadre de la morale des esclaves, ces contraintes se resserrent encore davantage. Nietzsche souligne fréquemment comment les systèmes moraux peuvent réprimer ceux qu'il considère comme des individus exceptionnels. À ses yeux, ce qui rendait Napoléon remarquable, c'était sa capacité à exercer sa volonté de puissance sans s'appuyer sur une excuse morale pour justifier son ambition de conquérir l'Europe. Sa grandeur, selon Nietzsche, provenait de sa liberté d'agir en dehors des idées conventionnelles du bien et du mal. Si Napoléon avait été limité par des hésitations morales, son impact historique aurait sans doute été bien moindre. Comprendre la conception de Nietzsche sur la morale n'est pas une tâche aisée. Sa perspective rompt radicalement avec l'approche traditionnelle de la philosophie sur l'éthique. Alors que des penseurs comme Aristote, Kant et John Stuart Mill cherchaient à définir ce qui est véritablement bon, Nietzsche considère la morale comme une invention humaine. Il la dissèque avec précision, dévoilant comment elle peut parfois faire plus de mal que de bien. Alors que la philosophie classique demande « qu'est-ce qui est bon ?», Nietzsche ose poser la question « bon pour qui ?» Ce changement de perspective conduit à une interrogation cruciale. Comment devrions-nous réagir à la critique de Nietzsche ? Ses idées sur la morale figurent parmi les plus provocatrices de toute la philosophie. Elles s'opposent à la démocratie, rejettent l'égalité et remettent en cause les fondements mêmes de ce que beaucoup considèrent comme bon. Et cette confrontation n'est pas un hasard. Alors que devons-nous en penser ? Devons-nous abandonner les valeurs traditionnelles au profit de nouveaux idéaux qui célèbrent la force, la détermination et la maîtrise ? Certains diront oui, bien que beaucoup hésitent à aller jusque-là. Même si vous n'adhérez pas complètement à ces conclusions, les réflexions de Nietzsche peuvent susciter une puissante introspection. L'une de ses propositions les plus frappantes est que la force et le pouvoir ne doivent pas être vus uniquement comme destructeurs. La même force intérieure qui peut engendrer la destruction est aussi celle qui permet une immense compassion et un service à l'humanité. Lorsqu'un système moral valorise la fragilité et la soumission, en décourageant la croissance, l'ambition et la compétition, il ne limite pas seulement ses adeptes, il étouffe également l'élan naturel vers le dépassement de soi. Nietzsche nous invite aussi à adopter un regard plus critique envers ceux qui construisent de leur identité autour de la vertu et des idéaux moraux. Il met en garde contre le fait que ce qui semble souvent être de la droiture peut en réalité masquer un désir caché de dominer ou de contrôler. Cette perspective critique constitue une leçon de vie précieuse. Soyez prudents avec ceux qui manient la morale comme un outil. Il y a souvent une intention sous-jacente. Plus important encore,
Nietzsche nous encourage à ne pas considérer nos idées fondamentales comme des vérités éternelles et incontestables. Des concepts comme le bien, le mal, la vérité, l'illusion, la réalité, ce ne sont pas des notions intouchables. Au contraire, ils doivent être soumis à un examen critique. Notre tâche est d'interroger ces idées, de les analyser et de nous demander si elles remplissent toujours le rôle que nous souhaitons leur attribuer. Cela ne signifie pas que nous devons les rejeter totalement, mais peut-être les remodeler afin qu'elles servent mieux à la fois notre croissance personnelle et le progrès collectif. Avant Nietzsche, aucun penseur occidental n'avait défendu avec autant de radicalité la liberté de définir nos propres valeurs. Dans le sous-titre de Le crépuscule des idoles, il exprime cette attitude par la phrase « philosopher au marteau », une image puissante pour sa mission de briser les croyances dépassées et de faire place à un nouveau fondement intellectuel. Nietzsche rejette la croyance conventionnelle en des notions absolues de bien et de mal. Il imagine un nouveau type de philosophe, quelqu'un qui, face aux ruines des systèmes hérités, construit de nouveaux cadres, encourageant une approche audacieuse, dynamique et affirmatrice de la vie. Si vous souhaitez approfondir ces idées, je vous recommande vivement de vous plonger directement dans les textes de Nietzsche, en particulier Par-delà le bien et le mal et Généalogie de la morale. Et si vous êtes curieux de découvrir une dimension plus optimiste de sa pensée, considérez sa doctrine de l'amor fati, l'amour du destin, même avec toutes ses difficultés. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage intense dans la philosophie de Nietzsche. Ce n'est pas tous les jours que l'on ose remettre en question les fondations de la morale, et cela demande un vrai courage intellectuel. Vous faites partie de ces rares personnes qui vont au-delà des pensées superficielles. En explorant des idées telles que la volonté de puissance et la dynamique maître-esclave, nous confrontons des notions que beaucoup préfèrent éviter. Je pense à la métaphore de Nietzsche, philosopher au marteau, briser les vieux idoles pour construire une vision du monde nouvelle. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre une communauté qui refuse de se contenter de réponses faciles. S'abonner aide à renforcer ce réseau de penseurs et ensemble, nous continuerons à explorer des idées audacieuses et transformatrices. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos réflexions, ou même votre propre vision de ce que la morale signifie vraiment pour vous. Notre exploration ne s'arrête pas ici. À chaque vidéo, nous ouvrons de nouvelles portes vers des questions plus profondes. Avec Nietzsche comme guide, nous nous libérons des contraintes morales héritées et posons les bases d'une vie plus authentique et courageuse.